Bon, donc on est là pour échanger avec vous un peu comme ça vous vient. Si vous avez des réactions, des questions déjà dans un premier temps. Moi j'aurais des questions générales un petit peu sur le temps que vous avez passé dans ce CMPP, pourquoi vous l'avez choisi. Le contexte de la création de ce film. Oui. Alors il y a deux questions. Pourquoi ce CMPP, comment je l'ai choisi, c'est ça? Comment j'ai fait? Alors, ce film, il est né comme beaucoup de films d'une rencontre avec l'équipe du Centre Claude Bernard. En fait, j'ai sorti un film en 2012 qui s'appelait Tempête sous un crâne, qui s'intéressait à la question de la transmission des savoirs et au-delà de ça, de tout rapport au monde à l'école. Donc j'ai tourné à Saint-Ouen dans le 93 et il se trouve que l'équipe du Centre Claude Bernard a vu le film en salle et ils m'ont contacté quelques mois après sa sortie pour me demander si je serais d'accord pour qu'ils utilisent des extraits du film, des séquences, pour articuler leur colloque annuel. Voilà, alors moi j'avoue que je ne savais pas que les CMPP existaient, je n'en avais jamais entendu parler. Je ne connaissais pas le Centre Claude Bernard, qui est le premier qui a été créé en France en 1946. Mais par contre, j'étais bien entourée de pédagogues et on m'a dit, mais Claude Bernard, il ne peut pas t'arriver mieux, vas-y, dis oui. Donc j'ai dit oui. Et je suis allée à leur colloque et j'ai été très touchée et très surprise parce qu'en fait, ils ont parlé de mon film de telle manière que j'avais l'impression de voir un nouveau film. Et j'avais fait une centaine de débats, donc normalement, je pensais que j'avais fait le tour. En fait, ce qui m'a beaucoup intéressée et touchée dans leur regard, c'est le regard qu'ils portaient sur la difficulté des enfants ou parfois même leurs échecs. En fait, c'est comme si les difficultés ou les échecs avaient un sens, comme si ils avaient une fonction motrice, ils pouvaient avoir une fonction motrice. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant. C'est vrai que c'est quelque chose que je n'avais pas regardé comme ça, en tout cas pas au niveau de l'école. Et voilà, moi je viens d'une famille d'enseignants, donc on parlait beaucoup pédagogie à la maison. Mais c'est vrai que la psychologie, c'était pas trop invité, et je pense que c'est venu ouvrir un chemin qui m'a occupé longtemps, donc, puisque j'ai mis 5 ans après à faire le film. Et la caméra était posée, et vous étiez aussi dans la salle. Comment ça se passait techniquement? Alors oui, ouais. C'était pas la captation, j'étais là. Donc dans votre question, j'entends aussi le comment on a fait pour faire ça. En fait, le secret de fabrication de ce film, c'est le temps. Donc comme je disais, j'ai mis 5 ans à le faire. J'ai passé d'abord 6 mois uniquement dans les réunions de synthèse de l'institution. Donc il y en a plusieurs, parce que c'est quand même un centre important. 5e, 20e, 16e, il y a 3 sites. Et je ne sais plus le nombre de réunions, je ne sais pas si Agnès, tu pourrais m'aider, mais je dirais 7 ou 8 sur l'ensemble des 3 lieux. Voilà. Donc, et donc, c'est vraiment dans les réunions que le film est né, parce que je suis arrivée là, je ne savais pas ce que j'allais faire. Comme vous l'avez remarqué, je n'ai pas fait un film sur le CMPP, j'ai fait un film au CMPP. Donc, en gros, la question, c'était, de quoi je vais parler à travers ce qui se passe dans ce lieu. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'est la manière dont il travaille avec les parents, toujours, les entendre dans ces réunions, discuter ensemble de ces patients qu'ils accompagnent à plusieurs regards, mais toujours avec les parents au centre en fait de leurs préoccupations, doublé du fait que moi j'étais alors je travaille beaucoup avec mes émotions, mais c'est vrai que je passais de la place de l'enfant à la place, ça me rappelait ma position de mère, j'ai des enfants, ça me faisait penser à mes parents, j'arrêtais pas de me déplacer. En fait, ce voyage m'a fait me dire, je vais faire un film autour des liens familiaux, parce que c'est un lieu extraordinaire pour faire ça, comment on se construit en interaction avec son environnement. Et c'est quand j'ai parlé un peu comme ça, je crois, aux soignants, qu'on a commencé à réfléchir ensemble, ça les intéressait, il m'a semblé, et on a commencé à réfléchir ensemble à comment on peut conjuguer le cadre du soin et celui du film.
Et ça nous a pris donc de longs mois, parce que c'était très complexe de trouver comment mettre une caméra dans un endroit par définition où elle n'a rien à faire. Et quand il nous a semblé qu'on avait trouvé un cadre satisfaisant, et bien certains soignants, ceux qui le souhaitaient, dont Agnès a fait partie, ont choisi donc de se lancer dans l'aventure du tournage. Et en fait, c'est eux qui ont choisi les patients. Moi, je n'ai pas choisi les patients que j'ai filmés. Ils les ont vraiment choisis, je suppose, je pourrais peut-être en dire deux mots, mais à partir de la question du soin, c'est-à-dire qu'est-ce que ça pouvait apporter, l'introduction d'un tiers que j'étais avec ma caméra à l'intérieur de l'espace de soins et qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir en faire. Et donc ils en ont parlé à ces patients, ceux qui ont été d'accord pour en savoir plus m'ont accueilli. J'ai expliqué en toute transparence qui j'étais, où j'en étais, j'ai expliqué que le film était en train d'être pensé, qu'il n'était pas complètement clair encore dans ma tête, j'avais besoin de continuer à le construire et que pour ça j'avais besoin d'assister à leur travail, à leur consultation, mais sans caméra, en simple témoin, en respectant le secret et tout ce qui allait avec l'espace de soins. Et je suis restée 1 an et demi, en fait, avec eux, donc avec de nombreux patients, voilà. Et je leur avais dit que ça ne les engageait pas à être filmés. C'est-à-dire le fait de me permettre d'observer ne les engageait pas. Mais que bien sûr, à un moment donné, j'allais leur proposer le tournage et qu'à ce moment-là, ils verraient si ils souhaitaient le faire ou pas. Et la plupart l'ont fait. Voilà, il y en a très très peu qui ne l'ont pas fait, peut-être 2 ou 3. Et après, j'ai tourné 15 mois avec eux. Voilà. Et après, le montage. Moi, j'ai le souvenir. D'accord. Moi, j'ai le souvenir que nous t'avons invité avec Antoine Ducret, que vous voyez dans le film, dans le groupe d'étudiants, assez rapidement. Peut-être on était premiers. Ouais. Et donc, ça a été vraiment une longue aventure. Et il y a eu, avant la caméra et après, enfin, pendant que la caméra était là. Et puis, moi, je montais un autre groupe de parents à cette époque-là. Et donc, l'idée, c'était d'introduire au démarrage du groupe de parents. Donc, c'était présenter aux parents dès les rendez-vous pour expliquer comment allait se dérouler le groupe de parents, etc. Donc, ils ont dit oui. Tu es venu, je ne sais pas combien de temps, je me souviens plus, longtemps. Et au moment de filmer, je me souviens très bien une mère qui a dit non, moi je ne veux pas être filmée. Elle a donné ses arguments. Et donc là, mince alors. Donc, elle a dit, c'est pas grave, je veux pas être, elle a dit, je veux pas être filmée, mais je veux pas empêcher le film. Alors c'est pas grave, je viendrai quand vous n'êtes pas là, on n'a qu'à faire 1 semaine sur 2. Oui, d'accord. Et bien sûr que non. Bien sûr que non. Je me souviens que tu m'as aidé à renoncer. C'était très très clair. Il y avait un seul patient qui voulait pas. On filmait pas quoi. Et Clara était très 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 nette parce que quelquefois nous on avait envie. Et, donc voilà. Donc ça s'est construit un peu au fil de l'eau. Et on a beaucoup discuté en synthèse aussi. C'était l'occasion de débat. Qu'est-ce qui a pu vous décider de choisir tel ou tel patient? L'introduction de la caméra a eu quel effet, enfin, dans les soins éventuels apportés aux patients? On ne va pas répondre de la même place. Tu veux que je commence? Non. Je te laisse le temps de réfléchir. Alors moi, de ma place à moi, n'étant pas soignante, alors je pense que alors on s'est rendu compte au moment où on a montré le film en fait aux patients et aux soignants, enfin toutes les personnes qui ont été filmées, puisqu'on a fait une projection globale à la fin, on s'est rendu compte d'un effet qu'il avait pu avoir, qu'on n'avait pas du tout anticipé. C'est qu'en fait il y a beaucoup de patients qui ont dit que ça leur avait fait du bien parce qu'ils s'étaient vus perçus dans quelque chose de plus large qu'eux. Et en fait c'est vrai qu'en y réfléchissant,
pas un film, on ne peut pas avoir ce plan large, si je peux me permettre la formule. Voilà, et donc ça semble avoir été assez bénéfique. Il y a d'ailleurs même des patients d'autres CMPP qui ne sont pas filmés dans le film, mais que j'ai pu croiser dans les salles, qui sont venus me dire ça aussi, ça m'a fait du bien, parce que alors ils n'étaient pas eux-mêmes dans le film, mais c'est comme s'ils y étaient, en fait. Donc ça, il y a eu cette fonction, je crois. Et après, je pense à... Il y a un couple qui se déchire pas mal dans le film, qui sont avec leur fils qui est en phobie scolaire. Je pense que vous voyez à qui je fais référence. Et c'est vrai que je me demandais, moi, ce que ça allait donner, parce que c'est quand même pas facile ce qu'ils exposent. Et en fait, quand on a fait cette projection, c'était très émouvant, parce qu'à la fin, ils sont venus me voir. Bon, ils étaient très émus, ils avaient les yeux humides, ils n'avaient pas trop les mots, ils disaient c'est super, c'est magnifique et tout ça. Mais surtout que pour une fois, leur fils, il n'était pas entre eux. Et en fait, ils étaient ensemble. Et c'est exactement le chemin qu'ils font dans le film. C'est-à-dire d'être un couple de parents, malgré le couple amoureux, voilà, qui n'est pas... Et donc, je me suis demandé, mais là, bon, c'est une question ouverte, hein, tu diras ce que tu en penses aussi, puis vous pouvez participer. Mais je me suis demandé si la manière dont le film, finalement, synthétise le processus de soins, le condense, voilà. Le condense, le chemin, parce que le chemin, il est beaucoup plus long que ça, évidemment, en vrai. Si finalement, ça leur avait pas... Enfin, ça les a pas amenés à être encore plus conscients de ce chemin parcouru, voilà, en un film. Enfin, voilà. Ils sont revenus souvent, ils étaient là pour la première, enfin voilà, ils suivent, ils sont super touchés. Et voilà, il lui a repris ses études, il a eu son bac. Oui, donc moi je peux parler que pour les groupes, peut-être, donc pour le groupe d'étudiants. L'introduction de la caméra a quand même modifié l'espace de la pièce où on faisait le groupe. Et donc la caméra, en tout cas au démarrage, on sentait quand même sa présence, et elle a, je pense, quelquefois modifié l'ambiance, dans le sens où elle a pu apporter un peu de, on peut dire, d'excitation et sur le fait d'être regardé et filmé. Et puis après, ils s'en sont saisis de cette caméra pour pouvoir penser que leurs parents pourraient regarder le film, par exemple. Et donc, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir dire à leurs parents? Je crois que ça a été assez important. Et tu avais émis une règle aussi, qui était que si à la fin d'une séance de groupe, ils ne voulaient pas que quelque chose figure au montage, ils te le disaient. Donc ça, c'était hyper important. Ça leur donnait un peu de maîtrise. Certains en ont joué, une ou deux fois, je crois. Et donc, il y avait donc peut-être même un regard réflexif sur le fait qu'on puisse les voir. Je crois que c'était très important. Et puis, il y avait aussi les jours où tu étais là et les jours où tu n'étais pas là. Mais c'était un petit peu différent, en fait. Et je pourrais dire que tu faisais vraiment partie du groupe, que tu as même éprouvé sensoriellement, hein, ce qu'on ressent quand on fait un groupe, où le corps et l'esprit sont quand même très très engagés. Donc voilà ce que je peux en dire. Après, j'ai des collègues dans la salle, s'il y en a qui ont envie de parler, pour quel patient ils ont choisi, pourquoi. Tu veux? C'est Colette. Alors moi, je suis orthophoniste, donc, enfin, j'étais récemment. Et j'ai choisi ces deux jeunes filles parce que je trouvais que la caméra pouvait leur apporter justement un regard. Peut-être qu'elles avaient un peu peur, enfin notamment l'une avait peut-être un peu peur de se regarder du regard de l'autre. Et je pense que ça lui a apporté, enfin quand je la vois fermer les yeux là devant la caméra, je trouve quand même qu'elle a acquis quand même une certaine confiance. Et l'autre petite fille, donc, qui était vraiment en chaos à l'intérieur d'elle, j'ai l'impression que cette caméra, mais aussi ta présence, continue pendant pas mal de temps, a permis de l'unifier quelque part. Voilà, puis elle adressait le fait que tu sois un tiers aussi, en fait,
C'était très intéressant. Et je trouve que ça a eu un effet aussi, justement, les fois où tu n'étais pas là, elle te réclamait. Et ça a permis aussi qu'elle anticipe un peu des absences et qu'elle se fasse une idée un peu linéaire de la temporalité qu'elle n'avait pas forcément. Et elle a pu après aborder des thèmes assez profonds. Et je suis persuadée que ça a eu un effet. Et la caméra, elle se glissait tout naturellement. Enfin, ton regard, finalement, était là et faisait partie de l'enveloppe du soin, c'est certain. Donc, je pense que ça a été positif. Les étudiants qui sont venus à la projection du film que tu as organisé donc avec les patients et les familles, une des premières phrases qu'ils nous ont dites, c'est ouf, mes parents peuvent le voir. C'est vrai qu'on n'a pas tout monté. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous est venue l'idée de faire ces ponctuations avec les jouets animés? Quelle arrière-pensée vous aviez en ayant cette initiative créatrice, poétique? Alors c'est venu assez vite. En fait, j'ai très vite compris que le travail des patients comme des soignants dans le centre nécessitait un aller-retour permanent entre le réel et l'imaginaire. Et donc, moi je fais du documentaire, donc côté réel, je suis plutôt bien équipée. Côté imaginaire, je savais qu'il y avait un moment donné où j'allais me heurter à ma matière, à ses contraintes en tout cas. Et donc, il fallait que je trouve une réponse cinématographique à ça, mais je ne savais pas laquelle. Donc, je cherchais. Et comme je pose beaucoup de questions, parmi les questions que j'ai posées, à un moment donné, j'ai demandé donc aux soignants pourquoi est-ce que les salles de soins étaient si peu décorées. Et ils m'ont dit que pour eux, c'était très important parce que ça permettait à leurs patients de projeter leur imaginaire sur les murs. Et alors là, c'est une réalisatrice, a priori, il se passe un truc, ça a réveillé mon imaginaire, j'ai libéré l'enfant en moi, et j'ai commencé à m'approcher de cette idée-là. Alors il y avait le groupe d'étudiants justement qui se passait le soir. Et le soir, l'institution, elle change un peu d'humeur en fait, parce que elle se vide, la nuit tombe, on ferme en bas, on se passe les clés, il y a quelque chose. Bon, et puis moi j'aime bien les histoires de fantômes, la question des traces. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ici la nuit? Et si se réveillaient toutes les traces de ce qui s'est passé depuis 1946? Vous imaginez le nombre de choses qui ont été déposées là? Voilà, et j'ai commencé à rêver à ça. Et donc, bien sûr, je me suis dit qu'il était très important qu'on soit à hauteur d'enfant, parce que ce sont des enfants qui ont déposé des choses ici, donc il fallait qu'il y ait ce côté enfantin que vous retrouvez dans les animations. Et j'ai pensé aux jouets, bien sûr, puisque c'est leur vocabulaire premier dans les séances, leur langage, enfin leur mode d'expression, et voilà. Mais je voulais pas faire Toy Story, hein, je voulais pas faire du stop motion, je voulais que ça soit... En fait, vous savez, quand je regarde mon fils jouer, par exemple, un truc qui me frappe chez les enfants, c'est que des fois, ils prennent une poupée comme ça, puis juste ils font ça, mais on voit bien qu'ils se racontent un truc, c'est énorme ce qu'il y a autour de la poupée. Pourtant, la poupée, elle fait juste ça. En fait, on a fait ça dans les nuits, dans les animations. Ça bouge très peu, mais par contre, c'est féerique autour. Alors, il y avait ça. Après, il y a la question donc, c'est vrai que dans tous mes films, je me suis rendu compte, c'était pas conscient, mais ça l'est un peu devenu, qu'il y a toujours comme un grand corps, en fait, autour des personnages. Alors, ça peut être une ville, ça peut être un bâtiment, une institution. Bon, ben là, c'était le centre. Je me disais, en fait, ce centre, il se transforme. Je suis aussi assez attachée à la question de la transformation. Ça tombait bien, parce que dans le soin, c'est important aussi, mais... Et donc, ça peut être tantôt, je sais pas moi, un lieu très rassurant, une maison familiale rassurante, on peut idéaliser, un château hanté, voilà, et ça se transforme. Et donc, le défi de cette envie de faire ces animations, c'était que la matière animation et la matière documentaire ne soient pas clivées, qu'elles puissent s'interpénétrer, parce que c'était de ça, en fait, dont je voulais parler, la façon dont le réel et l'imaginaire s'interpénètrent. Donc j'ai décidé d'abord tourner la partie documentaire, de la dérocher, de la monter, et on a laissé des espaces à des endroits qui nous semblaient être des bons endroits pour pouvoir
ensuite donc mettre ces séquences. Et c'est quand on est arrivé à une version quasi définitive que j'ai pu regarder du coup la séquence d'avant, la séquence d'après, et aller puiser à l'intérieur des jouets ou un décor, un événement, quelque chose qui puisse faire qu'on passe du jour à la nuit et qu'il y a un lien et qu'on ressort de la nuit et qu'on le retrouve dans le jour en fait, et que ça se tisse, voilà, comme ça. Et après je les ai déclinés comme des rêves. Alors le petit bonhomme, c'était pas prévu, hein. Ça c'est la joie du documentaire, cadeau, première séquence du film. Je suis pas passée à côté. Il a pris naissance, voilà, imaginez cette tête en emoji. Et du coup, il y a un personnage qui jalonne ses nuits. Voilà, ça, c'était pas anticipé. Et j'ai donc décliné les nuits un peu comme des rêves, avec à chaque fois des désirs qui se transforment et qui suivent pour moi le mouvement du film qui s'appuie sur le mouvement d'une thérapie, enfin, tel que je me le représente en tout cas. Voilà. D'après ce que j'ai compris, il y avait des projections avec les patients, enfin, ou les personnes qui étaient au CMPP. Est-ce que ces moments-là, l'imaginaire, est-ce qu'il y a eu des retours justement des patients ou des autres de CMPP par rapport à ça? Est-ce que ça a évoqué quelque chose? Est-ce que ça a fait écho à des choses particulières ou c'est resté neutre? Vous avez des souvenirs? Je n'ai pas de souvenirs. N'écoutez pas. Je demandais si ces moments, ces intermèdes un petit peu de... Pas de souvenirs chez les soignants, beaucoup en tout cas, parce qu'évidemment, on y retrouve un clair-obscur qui rappelle quand même la dimension inconsciente de notre travail. Et les soignants ont vraiment beaucoup apprécié en fait. Et ils ont associé sur de la théorie ou sur de la clinique, et sur le mouvement archaïque que représente en fait ces scènes-là. Chez les patients, je suis pas trop. Alors par contre, il y a quelques jours, j'ai fait une intervention en deuxième année d'une école de cinéma, qui était donc des étudiants qui étaient allés voir le film. Et il y a un étudiant qui avait son analyse de ces séquences que j'ai trouvé très intéressante, je n'y avais absolument pas pensé. Il m'a dit, en fait, ça reprend les différents âges de la vie. C'est pas mal, hein? Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouvais ça bien, mais pas du tout fait exprès. D'où ça vient, comment on a trouvé ce thème-là et comment on peut la comprendre en fait finalement, on va dire. C'est vrai qu'on a cherché un thème au départ, on tournait autour des... Comme moi je suis plutôt en tout cas dans le groupe d'étudiants dans le film, et qu'on pensait aux jeunes, et on cherchait un sujet autour de la jeunesse. Et en se raccrochant au film, on est passé, je crois, de violence à colère, parce que si vous avez remarqué dans le film, à un moment donné d'une des séquences, il y a un jeune qui est un étudiant qui dit mais qu'est-ce qu'on fait de la colère en fait, hein, ça vient là le titre. Et ensuite moi j'ai regardé en fait le film en sachant qu'on avait ce thème-là, et je me suis dit mais mince, elle est vraiment partout quoi, partout, et presque à chaque séance on pourrait s'arrêter et en parler avec ce prisme de la colère. Alors, donc, et il est vrai que si on y réfléchit un peu, on la connaît tous, il y a vraiment quelque chose de partagé, on la connaît dans ses expressions différentes, et à tous les âges en fait, et du côté des patients, comme du côté des soignants, ou des travailleurs sociaux par exemple. Donc ça c'est assez intéressant. Et il y a plein d'expressions qui mettent en scène cette colère-là. Alors j'ai été regarder un peu, je me suis dit, j'ai été chercher d'où
enfin, cliniquement, qu'est-ce qu'on peut en dire de la colère. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que souvent, elle est décrite dans une dualité. En fait. On parle souvent de colère constructive et de colère destructive. Et en fonction du contexte et en fonction de l'âge. Il y a la colère du tout petit qui ne possède pas le langage, la colère de l'adolescent qui, lui, est plutôt dans une opposition, et celle de l'adulte qui peut prendre d'autres dimensions, on en reparlera si vous voulez. Mais originairement, je dirais qu'elle vient en fait, qu'elle a un processus indéniable des états psychiques de l'enfant, c'est pour ça qu'elle nous concerne tous, et qu'elle prend racine, si vous voyez par exemple le jeu de la bobine, si vous connaissez, ou en tout cas chez chaque enfant, lorsqu'il il voit sa mère, ses figures parentales plutôt, pas uniquement sa mère, s'absenter, il va ressentir un moment de désarroi, Hilflosigkeit, on dit, c'est-à-dire de moments de flottement, d'absence, et qui peut se transformer en rage. Et là, la colère, elle est là pour tout simplement détruire la cause de sa souffrance, c'est-à-dire soit la mère, soit l'objet, en fait, de manière générale, qui a causé cette frustration. Et c'est sur ce terreau-là, en fait, que peut être que le langage, que la créativité, tout ce qui va élaborer pour supporter cette absence et sublimer ce désarroi qu'on connaît tous et qui se répète à différents âges, en fait. C'est comme ça que moi j'ai compris d'où pouvait provenir la colère. Alors chez le petit, il mord, il crie, il tape. L'ado, il s'oppose. Et l'adulte peut se syndiquer, par exemple. Voilà. Mais pour illustrer, vous voyez, par exemple, moi, si vous voyez, il y a deux séquences moi, qui m'ont beaucoup marqué. Déjà, le film, il commence par des monotes. Je vais mettre des monotes. Ensuite, on doit lui ouvrir le crâne. Et puis, j'ai abîmé ton fils. C'est quand même pas rien. Le fils, alors on ne sait pas ce que représente le fils pour ce petit, mais il se casse, quoi. Lorsqu'il est dans la main du soignant. Mais toi, qu'est-ce que tu as fait? Tu en as fait quelque chose. Tu en as fait un petit bonhomme. Et déjà là, on a le processus de réparation, de transformation d'une colère, en fait, d'une absence. Moi, je trouve ça assez génial, en fait. Et en plus, le petit bonhomme, après, il va se balader avec des humeurs très, très différentes. Pour moi, c'est assez illustrant. Et également, cette scène absolument fabuleuse à la mère et la fille qui sont le fou rire, voilà. Et dans la première scène, elle va parler, j'ai noté. Non, mais si. Mais si, parce que je me suis dit, mais pourquoi je me suis embêtée à dire des choses sur la colère alors que tout est dans le film. Regardez ce qu'elle dit. Elle dit, c'est comme un sentiment, ou plutôt une émotion. C'est comme un truc chaud qui remonte. Et t'as vraiment soit envie ou de le frapper, elle parle de son petit frère, ou de lui dire un truc méchant qui le touche. Ça, en vrai, je ne peux pas le contrôler. Ça va trop vite et ça sort avant que je puisse l'empêcher de sortir. Du coup, elle me gronde, la mère. Mais c'est pas moi qu'il faut gronder, c'est la chose. Voilà. Je trouve ça assez extraordinaire. Donc, vous voulez réagir? Ouais, on ne parle pas assez dans le micro peut-être. Là c'est mieux? Oui. Et donc, alors quand la colère fait symptôme, c'est-à-dire qu'en gros, elle est tellement là qu'on est amené à consulter,
Alors vous, qu'est-ce que vous en faites de la colère? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Ce qu'on voit dans le film, je pense, l'idée, quand un enfant, c'est toujours pareil, est-ce que l'enfant, je pense, possède le langage ou pas? Donc, c'est un peu différent. Je crois que lorsqu'un enfant n'a pas le langage, on va avoir un rôle, qu'on soit parents, travailleurs sociaux ou soignants, d'entourer, de contenir, de supporter cette colère. Et c'est que dans l'après-coup, d'ailleurs on voit dans le film des parents qui sont en désarroi parce qu'ils n'y arrivent plus d'ailleurs. Leur fils, Mathéo, fait tellement de colère que c'est devenu presque une dynamique familiale. Mais avant tout, il me semble qu'on a tous à assumer un rôle de transformateur, de réceptacle en fait de cette colère. Et il me semble que dans les thérapies ou même dans le suivi orthophoniste, on va passer encore une fois par le jeu, la créativité, pour donner des mots, de la contenance, du sens, peut-être dans l'après-coup le sens, parce que c'est dur d'arrêter un enfant, même dans les écoles, il me semble qu'on a beaucoup de colère, les équipes sont parfois dépassées par la violence ou la colère des enfants, et il s'agit avant tout de calmer l'enfant, quoi. Donc, est-ce que j'ai répondu? Par rapport à la colère, est-ce que parfois on ne peut pas l'imaginer aussi comme une solution? Par exemple, dans le groupe d'ados, là, celui qui se demande quel est le meilleur pont pour se pendre, est-ce que c'est pas quelque chose dont il pourrait manquer la colère quelque part? Et quand vous disiez le syndicat, pourquoi pas? Enfin, il y a des colères qui sont un peu cadrées et qui peuvent être salvatrices. Question. Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'une colère, elle est limitante aussi. Lorsqu'un parent se met en colère, quand l'enfant se met en danger, un parent ou un éducateur, c'est un effet protecteur. C'est ça votre question. La solution, la colère, la solution à quoi? Je ne sais pas s'il en... Enfin, moi, je me permets, mais je ne sais pas s'il en manque, parce que je pense que... Après, alors, dans le qu'est-ce qu'on en fait de la colère, il y a la colère qu'on adresse aux autres, qu'on retourne contre les autres, et il y a la colère qu'on retourne contre soi. Et moi, je ne suis pas sûre qu'il en manque. Dans le film, dans le groupe d'étudiants, il y a une étudiante qui dit c'est comme si on était tellement en colère qu'on ne pouvait pas la dire, qu'on préférait en mourir que de l'exprimer. C'est ça. Et donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire si on ne l'exprime pas, on la retourne contre soi et qu'elle devient soit culpabilité, soit autodestruction. Et là, c'est la colère peut-être destructive dont je parlais au démarrage. Donc c'est l'expression de la colère qui lui manque, mais c'est pas la colère. La colère, elle est là, mais elle est là. L'expression. Sans l'expression. Oui, est-ce que vous entendez par là que c'est une énergie vitale, comme une pulsion de vie qui irait vers comment on pourrait dire, une force vitale et qui est séparatrice en fait. L'adolescent, s'il ne se met pas en colère contre ses parents, il ne s'en déprend pas et c'est plus difficile pour lui de trouver une voie subjective. C'est bien dit, c'est ce que j'essayais de dire. Je ne sais pas si tout le monde entend la dame, je répète. Moi, je me demandais si on n'en faisait pas des films de la colère. Et ça me permet d'ouvrir sur la question parce que filmer les lieux de soins, pour moi, ça pose toujours la question de qui filme et des rapports de pouvoir aussi qui induisent le cinéma. Et je pense par exemple aux expérimentations dans le centre Basaglia où c'est des personnes soignées qui filment elles-mêmes leur rapport et de plus en plus on essaye j'ai l'impression de partager la pratique de la fabrique du documentaire. Est-ce que c'est des questions qui se posent et est-ce que aussi dans la suite de ce film il n'y a pas une envie de donner la caméra aussi peut-être aux patients et aux soignants?
y réfléchir, mais pourquoi pas. Mais j'ai pas réfléchi à ça. Passer de la colère au pouvoir. En tout cas, est-ce que moi je suis en colère? Oui, bien sûr. Mais je transforme. Vous avez vu. Donc ça, c'est sûr. J'ai du mal à me dire que ce film s'est fait dans un rapport de pouvoir. En fait, je crois que je me le dis pas parce que je crois que c'est pas le cas. J'entends ce que vous dites, de passer la caméra aux patients, aux soignants. C'est certainement une façon d'éviter une prise de pouvoir, mais il y en a peut-être d'autres. Je crois que celle-là en était une. Pour la suite, je ne sais pas. On va parler plutôt d'asymétrie, de relation entre le patient et encore le patient et le soignant. Et le soignant n'est pas dénué de colère lui-même. Par exemple, dans le groupe d'étudiants, vous avez justement des choses qui ne se disent pas, mais c'est le thérapeute qui le ressent en fait, qui s'est projeté sur le... Mais tout le monde aime comme ça dans la vie. Et peut-être, moi je parlerais de responsabilité à formuler et à partager. C'est vrai que la relation de pouvoir, elle est asymétrique, il est certain. Surtout par exemple en tant qu'assistante sociale, quelquefois on a le pouvoir par exemple de déclencher des aides, ou lorsqu'on a une responsabilité autour de la protection de l'enfance, eh ben, on va être intrusif avec les familles, on va les mettre en colère. Et il y a vraiment beaucoup de moments où dans ma vie professionnelle, je l'accepte et je n'y réponds pas en fait. Bien au contraire, j'essaye d'en faire toujours un dialogue. Et c'est pas toujours facile parce que la vie est super dure, qu'elle est hyper frustrante et qu'elle est faite de manque, et qu'on a quand même, que ce soit au CMPP et dans tous les espaces, on reçoit vraiment beaucoup de colère, voire d'agressivité et de choses pas très élaborées. Donc c'est plutôt, moi je dirais plutôt c'est une responsabilité qu'une relation de pouvoir. Comment, justement, alors donc, est-ce qu'on en fait de la colère dans un groupe? Parce qu'on te voit dans un groupe, et c'est assez intéressant cette question-là, c'est pas pareil que sur le plan individuel, sur un accompagnement individuel. Alors, dans un groupe, il y a des processus groupaux qui sont à l'œuvre. Et comme vous avez vu, la démarche, en tant que thérapeute, on n'est pas centré sur les interactions. On écoute plutôt, on a plutôt une écoute flottante pour sentir l'ambiance, et on va intervenir de manière assez ponctuelle pour proposer des images ou dire quelque chose de ce qui se passe dans le groupe. C'est comme si le groupe était écouté comme un tout. Et c'est ce qu'on favorise. D'ailleurs, pour que le groupe fonctionne, il faut que ça soit à la même heure, toujours dans la même salle. Il y a une régularité qui fait que le groupe, à un moment, va traverser une phase qu'on appelle l'illusion groupale, où les psychés individuels vont s'accorder comme ça pour faire un tout. Et ça, on fait le pari que ça peut être soignant parce qu'il peut y avoir des remaniements. Et il y a un moment donné, évidemment, comme tout groupe, il peut y avoir le négatif, en fait. Il y a du négatif qui circule, et c'est de la colère. Et ça, généralement, elle est parlée, mais elle est projetée à l'extérieur du groupe. C'est-à-dire que c'est soit l'université, l'école, enfin c'est l'extérieur qui est méchant, je vais dire, qui est visé. Et puis après, il peut aussi se passer que ce soit un des étudiants qui soit pris en grippe, ou qui devienne ce qu'on appelle le bouc émissaire, le mauvais objet, le patient désigné, ce qu'on veut. Voilà. Et
Et alors quand ça arrive, dans le groupe, on essaye, nous, d'attirer la négativité sur le thérapeute, par exemple. Bien qu'on ne soit pas, vous avez bien vu, on est vraiment en arrière, c'est le groupe qui compte. Hein, donc c'est ça, on essaie de la transformer, déjà qu'elle se dise, et qu'elle puisse circuler et diluer dans tout ce qui peut se dire, en fait. Et ce qu'on peut noter, en fait, c'est que, parce que là, ils la disent quand même leur colère, hein, jusqu'à en mourir, en fait. Hein. Et c'est à force de parler, à force de proposer des images, et à force de répétition, que ça va se diluer, ça va s'élaborer. Je ne peux pas vraiment vous dire, c'est un processus un peu long et psychique qui fait que la colère dans un groupe, elle est nécessaire, on est là pour l'entendre, et entre eux, ils peuvent aussi, bien sûr, rencontrer chez les autres étudiants la colère. Et comme il la rencontre chez les autres étudiants, il la rattache à un groupe, donc avec un sentiment d'appartenance, mais il la rend plus humaine et plus maîtrisable d'une certaine manière. Donc voilà. Enfin, voilà ce qu'on peut... Et là, j'ai fait un autre groupe d'une teneur un peu différente. Et on a passé des longs mois où ils s'en prenaient vraiment à nous. Mais bon, après, il faut supporter. Encore une fois, je reviens toujours à la même chose. Il faut supporter les sobriquets, les moqueries, ou le fait qu'ils veulent essayer de transgresser un peu le cadre. Ça a été... il ne faut pas être susceptible. Oui,